Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Émile Boyogeno, sociologue et historien, cabinet Fofana, analyste politique. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Alors l'insécurité gangrène également la Somalie en guerre depuis la chute du président Siad Barre en 1991, pays confronté également au terrorisme avec Al-Shabaab qui ont essuyé depuis 2011 une série de défaites militaires, mais qui en réalité contrôlent encore de vastes zones du territoire à partir desquelles ils lancent des actions de guérilla et des attentats. De nombreuses forces sont déployées sur le terrain pour y faire face, notamment la MISOM, la force de l'Union africaine sur le terrain, qui a récemment lancé l'idée d'une police communautaire. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Dans l'optique de mieux combattre l'insécurité en Somalie, la MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, entame un programme novateur dans le pays. Il s'agit de mettre en place une police communautaire capable d'agir de concert avec les populations dans un pays où garantir la sécurité est plus qu'un défi. L'organisation d'un séminaire de 3 jours à Baidoa, au sud de la Somalie, entend donc renforcer la confiance et la collaboration entre agents de la police et communautés locales. La police communautaire est la technique que tous les pays du monde ont adoptée comme le meilleur moyen d'améliorer le rôle de la police. La MISOM est d'avis sur le fait que sa mise en place aidera les populations. Nous avons appris beaucoup de ces ateliers. Depuis leur mise en place, et la coopération entre nous et la police s'est améliorée. Nous allons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à Baidoa et nous continuerons à travailler avec la police jusqu'à ce que nous obtenions des résultats positifs. L'atelier devrait également aider à la formulation d'un document qui rationalisera les fonctions de la police et ses relations avec les populations. Rappelons que l'un des défis du nouveau gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février 2017, est de mettre fin au conflit somalien. Garantir la sécurité lui permettra alors de regagner la confiance du peuple somalien. Nous avons discuté des possibilités de créer des partenariats entre la police fédérale et la police d'État. Nous sommes très satisfaits du séminaire et de la coordination des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui subissent une pression de toutes parts depuis l'effondrement du régime de Siad Barre en 1990. Depuis, la Somalie est embourbée dans une guerre civile sanglante marquée par des attentats meurtriers. Les insurgés islamistes Al-Shabaab sèment la terreur et veulent imposer une version dure de l'islam dans le pays. Alors, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, à son arrivée au pouvoir en février 2017, avait déclaré que les Shabaab pouvaient être vaincus en seulement 2 ans. Émile Boyogeno, le président somalien, a sous-estimé le degré de la menace sur le terrain. Je pense qu'il a péché par un peu trop d'optimisme sur cette question. Enfin, Al-Shabaab et ses soutiens et ses alliés, c'est une véritable force qu'il va être très difficile à vaincre d'un coup. Parce qu'ils recrutent dès le berceau. Al-Shabaab est constitué de très jeunes soldats, d'enfants soldats. Ils opèrent en mer, ils opèrent à l'intérieur des terres. Ça va être très très difficile, ça va prendre du temps. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter leurs actions, mais également d'infuser ou du moins de diffuser une nouvelle façon d'envisager son avenir à ces jeunes qui sont en général des proies faciles pour Al-Shabaab. Alors, Al-Shabaab, qui sont depuis de nombreuses années annoncés comme étant en recul sur le territoire somalien, mais on a eu quand même le 14 octobre dernier à Mogadiscio un attentat de grande ampleur, au moins 300 morts, le plus meurtrier qu'a connu le pays. De nombreux attentats ont été ensuite perpétrés depuis octobre. Le dernier en date, le 8 juin, où un soldat des forces spéciales américaines a perdu la vie. Toutes ces attaques montrent que finalement Al-Shabaab est loin d'être affaibli. Absolument, et comme l'a dit le confrère, je crois que c'est là où le gouvernement a péché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que
que ce groupe terroriste est quand même un groupe qui est vieux de plusieurs années, qui a encore des groupuscules qui existent, des gens qui leur font allégeance, des jeunes qui pensent que leur avenir qui doivent leur avenir qu'à ce groupe terroriste. Et le fait aujourd'hui, c'est ce qui complique un peu la situation des pays qui ont connu des moments, des longues années de terrorisme, c'est que les séquelles restent. Il y a pas mal de foyers qui sont disséqués par-ci, par-là et qui permettent un peu de tout de suite renouveler un peu les groupes terroristes. Et après, ça complique la situation parce que la Somalie, quand même, c'est l'une des armées les plus basses en termes de moyens, en termes de logistique et même en termes d'engagement aujourd'hui sur des fronts comme le terrorisme, même si le pays, quand même, devait, parce qu'il connaît jusque-là maintenant le terrorisme, le nouveau gouvernement devait quand même réfléchir à des mécanismes plus à même d'arriver à bout de ce groupe terroriste qui est quand même là depuis plusieurs années. Et ça complique, comme l'a dit le confrère, il y a des jeunes qui sont là, on ne les recrute pas ailleurs, ils sont sur place. Et l'autre problème, c'est le fait qu'il y a quand même une sorte de surdétermination de l'action de ces terroristes. C'est le fait que le pays quand même connaît pas mal de problèmes économiques, la pauvreté étant là. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu un relâchement au niveau de la sécurité depuis justement ces déclarations comme quoi Al-Shabaab serait défait sur le terrain? Alors, est-ce que ce n'était pas simplement une heure de Grom? Pardon? Une heure de communication? Exactement. Parce que je ne vois pas en quoi Al-Shabaab était défait. Que si on regarde, on voit que ils sont toujours présents, mais leur présence est d'autant plus avérée qu'il y a des espaces où l'État n'a pas de droit, où l'État n'exerce pas son droit. Donc du coup, je ne sais pas, sur la base de quoi est-ce qu'on peut tenir une telle affirmation. Par contre, ce que je trouve fantastique, c'est l'initiative de la police communautaire, qui est une forme de police de proximité sous l'appellation française. Alors, cette police, elle consiste en quoi concrètement? Elle consiste à... C'est une police inclusive, c'est une police qui rend convergent les actions de la police et les besoins de sécurité des populations à travers des plateformes de contact, avec des échanges réguliers entre la police et les différentes parties prenantes. Donc les chefs locaux, qu'on va appeler les chefs traditionnels, par facilité, mais ce n'est pas l'expression consacrée. Il y a également la société civile, les acteurs économiques, le pouvoir local et enfin le gouvernement national. Donc tous ces acteurs participent à l'élaboration des actions de police qui permettent ainsi, un meilleur renseignement et deux, un service de police qui correspond exactement aux besoins. Pourquoi aux besoins des populations? Pourquoi c'est important dans ce contexte? Parce que depuis la fin des années 90, il y a une succession de forces internationales, du moins de forces étrangères, qui sont succédées en Somalie pour le maintien de la paix, dans un premier temps. Et très souvent, ce sont ces forces qui interviennent ensuite pour des actions de police. Comme là, on a vu interviewé, c'était un général, un homme en tenue d'un autre État. Donc il y a un besoin de recréer un lien, entre les populations qui bénéficient des services de police et la police elle-même, pour redonner la confiance à ces populations qui sont, à mon avis, à l'avant-garde des personnes qui peuvent renseigner la police sur les éventuels risques qui existent dans la société. À mon avis, c'est une très très belle démarche. On va voir les résultats, mais c'est une action à saluer. Est-ce qu'elle n'arrive pas un petit peu tard, là, cette initiative? On sait qu'actuellement, les États-Unis réfléchissent sur un retrait ou en tout cas une réduction des effectifs des forces américaines sur le terrain. Donc là, peut-être que les forces somaliennes et de la MISOM vont subir en tout cas vont se retrouver en situation de faiblesse. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu lancer ce type d'initiative de police de proximité un petit peu avant?
Non, je pense plutôt que c'est dans la suite de cette situation qu'ils ont réfléchi à ce programme. C'est justement parce que la MISOM va se retirer, les forces américaines aussi vont sûrement quitter le territoire et laisser la main à la force nationale. Donc une initiative comme celle-ci, elle est importantissime parce que, comme l'a dit notre ami, c'est le fait déjà que ces terroristes trouvent leur créneau au sein des populations et l'information est extrêmement importante dans la chaîne. Lorsqu'un terroriste est dans une famille, c'est toujours important s'il n'est pas dénoncé, on ne sait pas. Et les jeunes, les foyers sont constitués au sein des familles et c'est là où est-ce que Al-Shabaab trouve tout son savoir-faire. Les jeunes sont laissés par contre. Mais comme vous l'avez dit, ça reste un grand problème. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces de sécurité somaliennes ont la possibilité, est-ce qu'elles ont suffisamment acquis de l'expérience, ils ont de l'expertise auprès des forces étrangères qui étaient là, qui officient encore, qui vont très prochainement quitter le pays, le territoire? On ne sait pas, parce que jusqu'à présent, c'est quand même celles-ci qui font le gros du boulot. Ça reste une question évidente et peut-être qu'on sera les prochains mois, si toutefois cette police de proximité pourra faire son effet positif. Les forces somaliennes sont toujours en situation de faiblesse sur le terrain. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je sais que l'État est déliquescent. L'État est tellement fragilisé avec cette constellation de groupuscules qui se sont érigés en État à l'intérieur d'un État. C'est un État qui, au fond, en fait, n'exerce même pas son autorité sur la moitié du territoire. À partir de là, je ne suis pas surpris qu'Al-Shabaab prospère. Je ne suis pas surpris que la situation reste aussi précaire d'un point de vue sécuritaire. Je pense que cette démarche de police de proximité permettra déjà au moins de recréer du lien avec les forces de sécurité qui sont pour la plupart étrangères, d'une part, et d'autre part, travailler sur une transition progressive, mais rien ne dit que le mandat de la MISOM va être arrêté, parce que ces dernières années, depuis 2000, je crois, que ce mandat est renouvelé successivement. Donc je n'exclus pas, étant donné la nature fragile et délétère de l'État actuellement, je n'exclus pas, j'ai le sentiment que la MISOM va à nouveau voir ce mandat renouvelé, à mon avis. Alors, un retrait ou une réduction des forces américaines, c'est véritablement un danger pour la Somalie? Absolument, absolument. L'un ou l'autre des cas, ça va être très compliqué parce que c'est un pays dans une déliquescence assez poussée en termes d'institutions. C'est d'abord une crise politique, et à la fois politique et institutionnelle. Le gouvernement n'a pas l'État n'a pas tout à fait les moyens de contrôler tout ce territoire, et il y a pas mal d'espaces ou de surfaces qui ne sont pas gérés par l'État et qui permettent aux groupes terroristes de sévir, de rester. Et justement, comme vous l'avez tout à l'heure dit, je crois que le déclic doit être d'abord cette confiance qu'il faut renaître au sein des populations, d'abord vis-à-vis des forces de l'armée, mais aussi il faut amener les populations à comprendre que ces terroristes ne sont pas en fait des gens qui sont pour eux. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, parce que le fait que les populations se disent ce sont nos frères, il y a déjà une complicité naturelle qui est là, ou disons sociétale, ou je ne sais quoi. Après, est-ce qu'ils vont percevoir ces gens comme étant des gens, disons, ceux qui ne sont pas pour eux, ou plutôt c'est les forces de sécurité qui sont là, qui sont armées et qui sont le plus souvent, nous savons dans nos États, cette distension qu'il y a entre nos forces de sécurité et nos populations. Je crois que c'est là où cette police de proximité devra faire tout son beau travail. Oui. Oui, alors en tout cas sur le terrain, il y a donc la MISOM, les troupes somaliennes, mais également, donc on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis qui mènent régulièrement des raids et des frappes par drone contre des camps d'entraînement des Shabaab à travers donc toute la Somalie. Comment expliquer l'enlisement de cette insécurité malgré cette forte présence notamment de la communauté internationale et des forces somaliennes? À mon avis, j'ai le sentiment, en gros, que
que ces États bénéficient. Enfin, en gros, c'est aussi la question qui se posait tout à l'heure dans le Sahel. On a une zone où il y a des conflits qui étaient sur une base entre guillemets clanique, parce que je récuse le terme clanique. Des conflits qui avaient une base clanique sont devenus des conflits politiques, au sens où des individus politiques et cultuels à la fois, au sens où des individus ont revendiqué l'appartenance à une religion pour s'ériger en acteur politique. C'est le cas de l'un des opposants au président actuel qui s'est porté candidat sur la base de la religion islamique et qui prône la charia, l'application de la charia sur tout le territoire somalien. Donc, je pense que l'évolution du conflit et ses métastases, cette façon métastatique d'évoluer, donc de changer de forme et de prendre de nouvelles formes, donne le sentiment qu'à la fin, on a le sentiment que c'est un conflit qui est probablement qui va toujours se régénérer d'une façon ou d'une autre, un peu à la façon de l'hydre de mer dont on coupe un membre et il se repousse, et ainsi de suite. On dirait que ce conflit est un hydre, voilà. C'est le sentiment que j'ai. Kabylie Fofana. Là-dessus, je crois que ça met en question justement l'option, disons, la façon dont on appréhende aujourd'hui la lutte contre le terrorisme. Les frappes aériennes, ok, mais je crois que ça ne résout pas le problème. D'ailleurs, tout ce qui travaille dans le domaine du terrorisme sont aujourd'hui unanimes que le véritable travail qu'il faille faire, c'est un travail de proximité. Les frappes, ok, on peut identifier tout de suite des foyers de terroristes, on dit qu'on va frapper là, mais après, ce sont des gens qui se meuvent, qui ne restent pas sur un point donné. Ils font un peu ce système de la technique de la terre brûlée, où quand on est frappé par là, on se met par ici, et ils se confondent aux populations. Au sein desquels elles trouvent, ou disons, les groupuscules terroristes trouvent des refuges, et même des ressources. Exact, le principe de la guerre asymétrique, tout à fait. Exactement. Et donc, c'est pourquoi je crois que le gouvernement a si bien pensé cette police de proximité qui va permettre à identifier des terroristes au sein des populations, amener les populations à comprendre d'abord en termes de travail de sensibilisation que ces terroristes ne sont pas ce dont ils doivent faire allégeance. Parce que le problème est cela, c'est un problème, c'est dans l'imaginaire des populations, elles pensent que ces gens ne constituent pas un danger pour elles, et donc c'est difficile de sectionner carrément la chaîne, disons, cette cohésion qu'ils ont au fil du temps entreprise avec les terroristes. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'Africa Newsroom et nous parlerons de toute autre chose. À tout de suite.